Bonjour et bienvenue à tous et à toutes au Téléséminaire international des IREM de juin 2025. Nous allons avoir le plaisir d'écouter Jamila Megherbi, donc, qui est professeure de mathématiques à Alger, au lycée international Alexandre Dumas, et qui est aussi doctorante au laboratoire ADEF à Aix-Marseille, et aussi, bien entendu, membre du groupe de réflexion sur l'enseignement des mathématiques en Afrique, le GREMA, et qui va nous parler entre ancrage local et dynamique internationale, retour sur une expérience de laboratoire mathématique au lycée international Alexandre Dumas. Jamila, c'est à toi. Alors, euh, euh, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, très bien. Oui, alors je suis Jamila Megherbi, enseignante de mathématiques au lycée Alexandre Dumas d'Alger et membre du laboratoire de mathématiques Maurice Audin depuis sa création. J'ai eu aussi la chance d'être la coordonnatrice. J'ai arrêté cette année, enfin suspendu un peu mes activités cette année parce que comme je suis également doctorante en sciences de l'éducation à l'Université d'Aix-Marseille au laboratoire ADEF. Donc cette année, je fais un peu, je réalise mes expérimentations. Donc j'ai été déchargée de cette responsabilité. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des travaux menés dans ce laboratoire en mettant en lumière à la fois son contexte de création, euh, ses objectifs pédagogiques et didactiques et également son ancrage dans des dynamiques de recherche et dans le projet d'établissement. Alors, le laboratoire, il a été inauguré le 3 décembre 2019 par l'ambassade de France en Algérie. Euh, je vous propose d'organiser cette présentation en 4 temps. Nous allons commencer par revenir, comme je l'ai dit, sur le contexte international et local qui a rendu possible la création du laboratoire Maurice Audin, avec une attention particulière au cadre institutionnel de l'AEFE, Agence de l'enseignement francophone à l'étranger, et au partenariat Initio, pardon. La deuxième partie nous permettra de comprendre les missions qui structurent le laboratoire, ses modes de fonctionnement concrets, ainsi que les réseaux dans lesquels il s'inscrit. La troisième partie euh, sera consacrée aux actions concrètes réparties en 5 axes allant de la formation continue à l'ancrage territorial en passant par les coopérations et l'engagement des élèves. Enfin, nous terminerons par une ouverture vers les défis actuels et les perspectives envisagées pour les années à venir ou l'année à venir. Je commence donc. Le laboratoire s'inscrit dans une dynamique propre au réseau AEFE, qui repose sur des enjeux de formation continue, de coopération éducative et de recherche collaborative sur les pratiques. Il vise à développer des projets innovants tout en renforçant les liens entre les enseignants et les chercheurs en didactique. Ce contexte AEFE se caractérise aussi par sa dimension internationale, son plurilinguisme, son rayonnement local et surtout une forte hybridation des approches et des pratiques. Voilà. Donc, pour essayer de comprendre l'origine du laboratoire Maurice Audin, il faut revenir sur le rapport Villani-Torossian, pardon,
j'ai un peu de mal avec les prononciations, publié en 2018. Le rapport dresse un constat alarmant sur le niveau des élèves français en mathématiques. Il s'appuie notamment sur les enquêtes internationales PISA et TIMSS qui pointent une baisse préoccupante des performances dès le primaire. Le rapport formule 21 mesures concrètes pour améliorer l'enseignement, la formation des enseignants et la culture mathématique dans les établissements scolaires. Parmi elles, Parmi elles, pardon, j'ai été déconcentrée, voilà. Donc, je disais, le rapport formule 21 mesures concrètes pour améliorer l'enseignement, la formation des enseignants et la culture mathématique dans les établissements scolaires. Parmi donc ces mesures, il y en a 3 qui nous concernent particulièrement au niveau du laboratoire. La formation initiale partagée, le travail collectif et surtout la création de laboratoires de mathématiques. Donc, voilà les 3 mesures. Il y a la mesure 2, la mesure 7 et évidemment la mesure 16, créer des laboratoires de mathématiques. Donc, implanter un laboratoire dans un établissement français à l'étranger, en l'occurrence en Algérie, posait d'emblée des questions de cadre de légitimité de coopération. Il a fallu s'appuyer sur des dynamiques locales déjà en place, mobiliser les enseignants autour d'un projet collectif et bénéficier du soutien du SCAC, le service donc de coopération et d'attaché culturel, pour inscrire le projet dans une logique inter-établissement. Alors, avant de revenir sur notre cas local, il est important de comprendre ce que recouvre la notion de laboratoire mathématique dans le réseau AEFE. Ce ne sont pas des laboratoires de recherche au sens strict, mais des lieux de formation continue, de production pédagogique et de co-analyse. Ce fonctionnement est enrichi par des partenariats avec les universités et des associations, et on note aussi comment dire, des spécificités propres au réseau à l'étranger. Donc, on a une ouverture à l'international. Ce modèle de laboratoire de mathématiques s'est vu renforcé et précisé avec l'apparition de 2 vade-mecum après le rapport Villani-Torossian. L'un à destination des établissements situés sur le territoire français et un second spécifique conçu pour le réseau AEFE. Ce dernier tient compte des réalités très différentes dans le réseau, coopération éducative avec les pays hôtes, absence de plans nationaux de formation continue et présence d'un public plurilingue. Au LIAD, le laboratoire repose sur une logique d'échange, d'expérimentation et de valorisation. Il fédère un réseau de partenaires actifs, institutions françaises comme l'AEFE ou le SCAC, universités locales comme l'USTHB, universités en France comme l'Université d'Aix-Marseille et des collectifs comme GREMA ou la Commission intérimaire. Il existe aussi une dynamique de coopération éducative avec des écoles privées, la SMA, Société mathématique algérienne, la A2DMT
une association pour l'enseignement des mathématiques en Algérie et d'autres associations pédagogiques. Ce maillage partenarial permet au laboratoire d'alterner entre ancrage local et ouverture scientifique. Le lancement du laboratoire Maurice Audin s'est fait en 2 temps. D'abord, une lettre de mission a été signée. Une lettre de mission a été signée en mai 2019 et l'inauguration a eu lieu en décembre de la même année, en lien étroit avec l'ambassade de France. Mais au-delà de ce cadre institutionnel, il s'agissait d'un projet coopératif impliquant des enseignants motivés. Un projet de charte du laboratoire a été élaboré dès 2019 au niveau du SCAC et des réunions mobilisant les établissements labellisés à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus des établissements labellisés. Ce projet s'est appuyé sur des dynamiques existantes, mais aussi sur une volonté forte de l'équipe enseignante de construire un espace coopératif impliquant universités, établissements partenaires et associations. L'enjeu était clair, doter le LIAD, le Lycée international Alexandre Dumas, d'une structure pérenne de réflexion pédagogique, didactique, tout en consolidant les liens entre terrain et institutions scientifiques. Nous entrons maintenant dans la partie centrale de cette présentation qui illustre la mise en œuvre concrète du laboratoire. 5 axes structurent et guident son action en lien avec les ambitions citées. Donc, voici les 5 axes. Le premier, l'axe 1, concerne l'articulation entre recherche et pratique de terrain. Il s'agit de faire émerger une culture partagée autour de la didactique des mathématiques en s'appuyant notamment sur le master 2 recherche en partenariat avec Aix-Marseille Université. Des enseignants du LIAD et d'autres établissements en Algérie ont pu s'y engager en travaillant sur des objets issus de leur expérience en classe. L'axe 2 donc, concerne la formation et l'approfondissement des connaissances mathématiques. Là, donc, ça englobe des rencontres avec le réseau local de coopération éducative, des conférences, des séminaires. Ensuite, vous avez l'enrichissement éducatif et engagement des élèves, donc les ateliers apprentis-chercheurs, ateliers ludiques, graines de chercheurs, concours et olympiades. Et enfin, dimension internationale, c'est-à-dire la collaboration, donc comme je l'ai déjà cité, avec des universités en France et aussi des institutions comme GREMA et voilà, la commission intérimaire, par exemple. Donc là, l'axe 2, par exemple, j'ai choisi de présenter l'axe 2. L'axe 2 s'incarne dans une dynamique continue de formation des enseignants qui prend plusieurs formes. Elle s'articule, pardon, voilà, qui prend plusieurs formes. Elle articule les apports des chercheurs, les échanges entre pairs et l'ancrage dans un parcours universitaire rigoureux avec le Master 2. C'est un socle didactique important qui renforce la légitimité des pratiques et nourrit également les réflexions pédagogiques. Pardon. Voilà. Donc là, je vous mets un aperçu
des activités du laboratoire. Les principales activités du laboratoire, nous avons des réunions internes, des échanges, des moments de partage et également des activités avec les élèves. Parmi ces activités, les séminaires ont joué un rôle important. Les séminaires internes ont joué un rôle important. Ils inscrivent le laboratoire dans un double mouvement, celui d'une formation continue ancrée localement et d'une ouverture sur les travaux de recherche au-delà de notre contexte. Là, du coup, voilà un peu les modalités de fonctionnement que j'ai repris ici parce qu'on a plusieurs partenaires. Nous avons les échanges, les expérimentations. On a le soutien de partenaires qui sont fidèles au laboratoire, donc le soutien du LIAD, du SCAC, de l'AEFE, puisqu'on est en relation avec le formateur de zone qui est installé à Tunis, Sidi Cheikh. Des partenariats également avec la Société mathématique algérienne, avec l'association A2 d'EMTI. Voilà, donc évidemment, on a aussi des partenariats académiques. Donc, on a la SMA qui revient à plusieurs niveaux puisque, au fait, leur participation est très importante. Les professeurs de l'USTHB, puisqu'ils interviennent à la fois dans les séminaires, dans les réunions et également avec l'atelier Matangilaba que euh, je reviendrai par la suite pour cet atelier. Donc là, j'ai mis les séminaires internes qui constituent, comme je l'ai dit, une pierre angulaire de notre action. Donc depuis 2019, nous avons accueilli des chercheurs comme professeurs-chercheurs comme Monsieur Sadek Bouroubi, Méziane Haïder, Rachid Bebouchi, mais aussi à chaque séminaire, on faisait intervenir les étudiants qui étaient en master 2. euh, un déjà pour se former, pour apprendre et s'habituer à s'exprimer devant un public, et aussi pour partager leurs recherches et avoir un retour de la part de l'auditoire. Entre là, voilà, là c'est entre 2000, enfin l'année scolaire 2022-2023. La dynamique de séminaires s'est poursuivie avec des séminaires euh, ouvert sur les autres disciplines, puisqu'on avait pris maths SVT, par exemple, prof d'SVT qui s'est exprimé dans les séminaires. Et on avait aussi le retour sur le parcours de Master 2 recherche. Et le laboratoire, c'est pas uniquement les séminaires, puisqu'il y avait également des moments forts, c'est-à-dire euh, on va dire, des rencontres de transmission. En novembre 2022, par exemple, Ahmed Jabbar est venu donner une conférence sur l'histoire des sciences arabes dans dans une perspective interculturelle à destination des élèves. En juin 2022, en juin 2022 je crois que j'ai inversé, mais bon, c'est pas grave. En juin 2022, Pierre Audin, donc fils de Maurice Audin, a assisté à une restitution des élèves de l'atelier Matangine. Ensuite, il y a eu d'autres moments forts comme la conférence du médaillé Fitz Hugo Dominique
j'ai oublié son nom, copain. Donc, c'était une conférence qui a marqué les élèves parce que c'était en duplex. C'était Algérie, France et Ottawa. Donc, c'était quand même assez difficile à mettre en place, mais on y est arrivé et les élèves ont pleinement profité de cette conférence. Ensuite, par rapport donc à l'axe 3, donc l'axe 3 met les élèves au cœur du dispositif en les impliquant dans des projets de recherche, des concours ou encore des clubs scientifiques. Ces actions, donc on a des projets de coopération éducative, comme le concours que j'ai cité, Matangélaba, qui est un concours euh, dirigé par la SMA, donc en lien direct avec les lycéens des écoles privées et aussi les professeurs de l'université USTHB. Bah, c'était autour évidemment de la modélisation de problématiques, on va dire, locales. On avait un autre axe, du coup, c'est des ateliers de recherche, on l'appelle apprenti chercheur ou apprenti mathématicien, qui permet aux élèves de s'initier à la recherche mathématique en travaillant sur des sujets proposés donc par un chercheur, Hassan Boualem, de l'Université de Montpellier. Donc voilà une autre université avec laquelle on travaille. Et la restitution se fait au congrès de Matangine, coordonné par Claude Parot. On a également des concours tels que la course aux nombres, Mathématiques sans frontières. Là, on le fait, Mathématiques sans frontières, on le fait avec la coordination du formateur de zone de la EFE Sidi Cheikh. Le concours général euh, et aussi, ou alors, et encore le concours Al-Kendi. Nous avions aussi mis en place des actions spécifiques pour les élèves à besoins éducatifs particuliers et enfin des clubs et des ateliers périscolaires comme le club informatique, l'atelier ludique ou encore Graines de chercheurs. Graines de chercheurs, c'est un atelier qu'on a mis en place qui a été mis en place par un collègue à l'annexe d'Oran et c'était à destination des élèves de troisième. Et là, nous avons également, là je vous montre, depuis la création du laboratoire, plusieurs réunions ont permis de construire et de suivre et surtout d'ajuster toutes ces actions qui ont été mises en place. Donc, les séances de travail, on les a partagées ou classées en trois parties, c'est-à-dire on avait des réunions de concertation interne, propres donc au comité de pilotage. Et on faisait donc l'élaboration et le plan de lancement en début d'année. Et évidemment, on avait une réunion par trimestre pour euh, faire le point sur ce qui a été réalisé et voir comment ajuster. On avait aussi des rencontres avec les partenaires. Donc, par exemple, comme les représentants de la SMA, les réunions aussi avec la présidente de l'association A2 d'EMTI et également la représentante ou la coordonnatrice des écoles privées. Voilà, donc ça, ensuite,
il y a également toujours, depuis sa création, le laboratoire Maurice Audin s'est toujours inscrit, de par sa position de laboratoire de l'AEFE, dans une dynamique de recherche et d'échange à l'international. Nous avons des échanges réguliers avec les correspondants et les responsables du groupe de réflexion sur l'enseignement des mathématiques en Afrique. Ces échanges sont, comment dire, sont divers. Ils portent parfois sur des questions de fond, comme il y a eu des séminaires et des communications sur l'enseignement des notions, par exemple, de limites au lycée, l'analyse statistique implicative, la formation interdisciplinaire des enseignants. Et aussi, nous avons aussi au-delà, c'est-à-dire de ces réunions et des téléséminaires, cette présence permet de revenir sur les axes de travail, ça les nourrit. C'est un peu rétroactif, on va dire. Nourrit les axes. On, Soit par des publications, que ce soit des publications des enseignants, ou alors les travaux par la publication des travaux des élèves. Donc, ce qui m'amène directement vers les travaux de communication. Ces partenariats internationaux se prolongent naturellement euh, dans des publications, donc il y en a eu plusieurs, les lettres de Gréma, les actes du colloque de la COPIRLM, les actes du colloque de la CORFEM en 2022, les actes de l'espace mathématique la même année en 2022, le rapport d'activité des IREM. Et, voilà, donc un peu ça, c'est pour les communications. Ensuite, on a voulu inscrire aussi, euh, plutôt placer le laboratoire non pas comme un organe externe au lycée, mais comme un organe interne, c'est-à-dire qui participe à son fonctionnement. Donc le laboratoire Maurice Audin s'inscrit dans une logique de contribution transversale aux priorités éducatives du projet d'établissement. Il ne se limite pas à un axe disciplinaire, mais intervient à différents niveaux. Innovation pédagogique, didactique, formation continue, ouverture scientifique et collaboration interne. Mais il faut savoir que dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger, oui, je ne sais pas, j'ai entendu un bruit. D'accord, je continue. Alors, je disais, il faut savoir que dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger, chaque établissement élabore un projet. Alors pour nous, ça a été, c'est 3 ans, mais je crois qu'il y a des établissements qui le font pour 4 ans. Donc, articulant les priorités éducatives nationales aux spécificités locales. C'est obligé parce que ce qu'il faut comprendre, ce sont des établissements français et qui sont à l'étranger. Donc, ce projet d'établissement, c'est, comment dire, c'est un outil important pour le fonctionnement de l'établissement. Alors, celui du LIAD, donc pour la période de 2023-2026, d'ailleurs, celui-là, nous sommes en train de l'évaluer, voir quels sont les axes et priorités de chaque axe qui sont atteints ou pas, ou qui ont été entamés, l'évaluer pour ensuite préparer un autre, donc
qui va aller de 2026 jusqu'à 2029 normalement pour notre établissement. Donc, concernant le LIAD, son projet repose sur 6 axes. En un, une pédagogie de la réussite pour tous à travers des parcours personnalisés. Le parcours à venir pour une orientation progressive, personnalisée, éclairée et ambitieuse. Les parcours santé et citoyens, un enjeu à court et long terme. Le rayonnement culture et sportif. Les ressources humaines, accueillir, accompagner et former. Œuvrer à la promotion et au rayonnement du LIAD au service de l'excellence. Donc, le laboratoire, si vous voulez, contribue un peu dans tous les axes, mais en particulier dans l'axe 5, les ressources humaines, accueillir, accompagner et former. Cet axe comporte 2 priorités. Parce que chaque axe, certains comportent 2, 3, ça dépend. Mais cet axe en particulier comporte 2 priorités. Optimiser la formation continue des personnels, améliorer l'environnement de travail et l'accueil des nouveaux personnels. Donc, au fait, pourquoi cet axe est important? Ben, l'objectif de cet axe, c'est développer une culture de la co-construction et du travail en équipe, valoriser les échanges de pratiques, renforcer la formation continue dans une logique collective. Bien, les actions du laboratoire, elles sont en totale résonance avec cet axe à travers les séminaires internes avec des chercheurs tels que ceux de l'université de l'USTHB, de la Société mathématique algérienne, des membres de l'association A2 d'EMTI, et qui donne lieu, en fait, ces intervenants externes ça donne lieu à une formation continue qui est quelque sorte adossée à la recherche. Nous avons également des réunions de travail interdegrés puisque nous avons mis en place dans le cadre à la fois du laboratoire et de ce projet d'établissement un référent interdegré. C'est obligatoirement un professeur du second degré qui est censé faire le lien entre les collègues donc, du cycle 3 et 4, puisque la sixième, c'est en cycle 3 et 4, avec avec le primaire. Nous avons également la valorisation des pratiques enseignantes lors d'interventions externes. Voilà donc pourquoi cet axe du projet d'établissement euh, est, euh, est particulièrement investi par les activités ou les actions du laboratoire. Maintenant, évidemment, pour conclure, il est essentiel de prendre un moment pour, si vous voulez, interroger les défis auxquels le laboratoire est actuellement confronté. Bah, au fait, les défis sont multiples et j'ai choisi de citer uniquement 3 catégories de défis. Voilà. Donc, on va dire que d'un côté, il y a les contraintes liées à notre contexte. Nous sommes un établissement français ou une institution française à l'étranger, avec un passé colonial, dans un environnement où toute action éducative à portée nationale ou symbolique est naturellement sensible, ce contexte freine
certaines initiatives de coopération éducative, notamment lorsqu'elles sortent du cadre strict de l'établissement. De l'autre côté, il y a également des limites institutionnelles qui sont très persistantes. Le manque de reconnaissance du travail des enseignants engagés dans le laboratoire est frappant. Beaucoup s'investissent, mais sans valorisation réelle, ni en termes de rémunération, ni en termes de reconnaissance dans leur carrière. Enfin, le lien avec le monde universitaire reste encore asymétrique. Les chercheurs s'intéressent à ce qui se fait au lycée, au collège et même au primaire, mais la réciproque est encore rare, notamment du côté des enseignants du secondaire qui peinent à s'approprier une posture de recherche. Il y a également des défis d'ordre matériel, d'équipement. Donc, on a un manque criant de matériel, d'ordinateur, l'absence d'archives centralisées, ni papier ni numérique, et évidemment besoin d'une bibliothèque dédiée. Alors, je vais conclure en disant ce que nous avons construit collectivement ces dernières années, c'est bien plus qu'un dispositif ou un projet ponctuel. C'est un organisme vivant, un bel écosystème pédagogique, didactique et scientifique qui a su s'ancrer dans le réel tout en regardant loin. Le laboratoire Maurice Audin a déjà beaucoup apporté aux enseignants avec le master notamment et les formations doctorales, mais aussi aux élèves avec des projets porteurs de sens et d'engagement. Il a su rassembler, faire émerger des pratiques nouvelles, créer des liens inédits, mais pour continuer à grandir, à rayonner, à se structurer durablement, il a encore besoin de soutien. Des défis subsistent, bien sûr, mais le potentiel est là. C'est un espace de transformation fécond, à la fois fragile et promoteur, et c'est à nous, partenaires, enseignants, institutions, de lui donner les moyens de prospérer pleinement. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jamila, pour cette très intéressante présentation. Moi, j'ai une première question tu parles du fait que les enseignants du secondaire ont du mal à adopter une posture de recherche, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a une quelconque reconnaissance pour la peine qu'ils pourraient se donner à adopter cette posture de recherche, ou est-ce que c'est juste simplement pour être meilleur enseignant? Et je comprends que ce soit une motivation pour la plupart d'entre nous, mais elle est peut-être pas tout à fait suffisante. De la part de l'institution, quelle est cette reconnaissance? Oui. Je peux arrêter le partage? Comme ça, je mets la caméra. Bien Ouais, sûr. d'accord. Voilà. Ah, j'ai mis la caméra. D'accord. Oui, il y a effectivement cette problématique de reconnaissance et surtout de soutien également. Euh, Disons que c'est un frein. J'ai l'impression que c'est pas uniquement le laboratoire de mathématiques Maurice Audin qui subit ce problème. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au niveau de la direction, par exemple, du LIAD, il n'y a pas de soutien ni d'aménagement, donc déjà d'emploi du temps. Alors pour vous dire, moi j'ai fait durant 3 ans la coordination, j'ai jamais été payée. Ouais, donc t'es bien gentil, mais voilà, c'est quand même Voilà. beaucoup Et d'efforts. justement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas pour, je le dis pas pour me faire payer ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment un problème
de décideurs, on va dire. En même temps, ils disent que ce projet, il est nécessaire parce que c'est vrai qu'il apporte beaucoup, mais il n'est pas il est pas suffisamment accompagné. Quand on regarde, par exemple, le Vademecum euh, fait pour les laboratoires, à la fois que ce soit le Vademecum pour les laboratoires sur le territoire français, que ce soit à l'étranger, dans les points de vigilance, on parle pas du tout enfin, on parle légèrement du fait d'encourager les enseignants. Et ça constitue certainement un frein, parce qu'il y a des actions, par exemple, la chance qu'on a dans notre établissement, c'est que les enseignants aiment ce qu'on fait. Il y a vraiment beaucoup d'implications, il y a une dynamique. Franchement, je suis la seule à parler ici, mais je ne suis pas la seule à travailler, hein. Donc, les concours, il faut bien les préparer. Les clubs, il faut les animer. Je ne peux pas tout faire toute seule, c'est pas possible. C'est toute l'équipe qui travaille derrière. Mais d'année en année, les gens laissent tomber parce que ils sont pas suffisamment reconnus. Et je vais citer juste un exemple. Lors de la venue de Ahmed Jabba, Ahmed Jabba pour la conférence, une enseignante qui a encadré des élèves toute l'année pour pouvoir présenter un atelier pour Ahmed Jabba, elle n'a pas été autorisée à assister parce qu'elle ne devait pas lâcher les élèves à ce moment-là. Voilà. Donc, évidemment, ça freine les enseignants, ça freine l'engagement des enseignants. Voilà. Ça ne va pas être une excuse pour s'absenter, évidemment, mais il faut pouvoir faire la part des choses. Ok, merci, je comprends tout à fait. Donc il y avait Samira Mehaden qui demandait la parole. Oui, rebonjour à ceux que je n'ai pas dit déjà bonjour, qui viennent nous rejoindre. Merci Jamila pour ta présentation. Ça m'a vraiment rappelé parce que j'étais co-gérante avec Yannick au début de ce labo. Donc, on était les premiers à gérer ce laboratoire avec Yannick Tronkalwend. Et c'était au début, donc tout au début, donc la plupart des projets ont été montés en collaboration et je viens appuyer ce que tu viens de dire, donc le problème de fond de ce labo, hein, qui était un meilleur labo à l'international en 2020 ou 21, je pense, 2020. Donc il était labo référent avec ses activités et ce qu'il a fait hein, pendant 2 ans. Donc, c'était en 2019. J'étais là à l'inauguration. J'ai donné 2 communications dans le cadre de ce labo. Et l'association dont je suis présidente a beaucoup donné d'ateliers de jeux mathématiques pour les élèves du LIAD. Ce que je voulais vraiment appuyer, ce qu'elle vient de dire, Jamila, toutes les activités qu'on a fait, qu'ils ont fait, les profs qui sont là, que ce soit de l'école privée, que ce soit les enseignants du LIAD ou bien les membres de mon association, euh, on faisait aux dépens de nos ressources personnelles. Ça veut dire on n'est jamais rémunéré pour même pas les déplacements, hein, parce que moi, je fais quand même 300 km de déplacement pour venir au LIAD. Donc, et je passe la nuit avec mes propres moyens. Donc, c'était bon, on le faisait parce qu'on aime faire ça, ce qu'elle a dit, Jamila, d'ailleurs, je l'appuie, mais aussi on était investi à faire émerger plein de projets dans ce labo, mais il n'y a aucune reconnaissance, même pas un petit mot de gentillesse de la part des institutions, quelles que soient, hein. Et des fois, vous êtes balayé du labo parce que, bon, il y a des remplaçants, il y a donc, quelque part, il y a des gens qui ont été écartés hein, des nouvelles du labo alors qu'ils étaient là dès le début et ils reçoivent plus de mails pour les réunions alors qu'on a monté toutes les premières réunions, tous les projets qui ont, par exemple, le master, on était là, c'est nous qui l'ont fait, qui l'ont créé, qui ont contacté les gens avec lesquels on travaille jusqu'à présent. Mais c'est ça le problème, c'est que il n'y a pas cette reconnaissance vis-à-vis des profs et à un moment, il y a des profs qui lâchent. À un moment, ils vont lâcher. Jamila, à un moment, va lâcher. Ben, elle va tenir au maximum, mais à un moment, on doit réfléchir.
d'une autre manière, à faire vraiment valoriser le travail qui bénévole, hein, que ça toutes les personnes qui se sont engagées dans ce labo, sans exception, le travail qu'elle a fait, Jamila, d'ailleurs, je la félicite après nous, était remarquable parce qu'elle a tenu la cadence et elle a amélioré certaines choses et elle-même, elle est une preuve de d'une réussite du labo. Donc elle a fait son master dans ce cadre et elle est en train de continuer son doctorat. Félicitations, Jamila. Essaie de continuer le maximum et on restera toujours à tes côtés pour t'aider. Ouais, tout à fait. Félicitations, bravo. Et il y avait Carole Baheu qui voulait prendre la parole ensuite. Oui, simplement pour dire que c'était vraiment pas normal qu'il n'y ait pas de reconnaissance des enseignants du secondaire. Maintenant, il me semble qu'en France, et j'espère me tromper, mais je crois avoir entendu ça, que les moyens allaient être diminués dans les labos, voire ne plus vraiment exister. Donc voilà, ça a été mis en place, ça a duré, j'allais dire 5 6 ans, et puis on ne nous donne plus les moyens non plus. Donc, mes félicitations à toute l'équipe du LIAD et merci beaucoup, Jamila, pour ton exposé. Très bien, merci. Donc, Michel Artigue. Oui, bonjour et merci beaucoup à Jarmila pour cet exposé très très intéressant. On voit bien les difficultés et bon, on sait aussi qu'il y en a en France avec les labos de maths et assurer la pérennité des laboratoires de mathématiques n'est pas facile non plus en France. Mais là, je me demandais effectivement quel était exactement le rôle et le support qui était fourni par le fait que ce soit un lycée français à l'étranger. Quel était le support qui était fourni par l'ambassade, au niveau des reconnaissances, au niveau des moyens, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui est fait pour vous aider à fonctionner dans ce laboratoire de maths? Oui. Alors, toute la difficulté, elle est là, parce que justement, le fait que ça soit euh, un laboratoire sous tutelle à la fois de l'AEFE et de l'ambassade de France, donc, nous, en tant qu'enseignant du LIAD, on a envie de ce soutien de l'ambassade. Parce que bah, déjà, on n'a pas peur, on est habitué, on travaille, on est fonctionnaire du LIAD. Sur notre badge, c'est écrit Ambassade de France en Algérie, on est habitué, l'attestation de travail et tout ça. Donc nous, ça nous paraît naturel de travailler pour l'ambassade de France. Mais c'est que de l'autre côté, euh, puisque c'est un laboratoire à l'étranger. Donc, on a besoin de coopérer, de travailler avec les organismes locaux. Et localement, à cause du passé colonial, il faut le dire, ont du mal à accepter cette tutelle de l'ambassade de France. Volevo scusarmi per questo intervento. Il y a un micro qui est allumé. Et donc, évidemment, il faut quand même comprendre, quand je parle de reconnaissance, c'est, par exemple, moi, la directrice, puisque le laboratoire, je ne l'ai pas dit, le laboratoire, il est piloté par le proviseur. C'est le proviseur qui le pilote, elle apporte son soutien, mais dans la limite du possible. Et pareil, donc même pour l'ambassade, c'est assez compliqué d'apporter un soutien réel parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous manque, un point important, c'est ce comité scientifique qui est censé avoir à sa présidence deux universitaires, un en France et un algérien. Et ça, c'est une difficulté politique, même si Madame Lévy, elle a essayé à maintes reprises, elle a contacté elle-même des universitaires, elle a essayé de régler ça, mais c'est pas possible. Elle n'a pas réussi parce que c'est très compliqué de le faire. Maintenant, le proviseur actuel, euh,
il apporte un soutien difficilement aussi, mais grâce à l'appui également de certaines personnes comme Carole Bayeux qui a écrit des mails pour expliquer que, par exemple, pour aller à EMF, s'il n'y avait pas Carole, j'aurais été portée absente. Donc, elle a écrit à l'ambassade, au service du SCAC, elle a écrit au proviseur pour lui expliquer que voilà, que c'était important dans le cadre de la francophonie, que c'était pas un personnel, même si j'en bénéficie évidemment, mais c'est pas que pour moi. Ça participe à faire fonctionner une coopération, ou du moins à réanimer ou à injecter de l'air à cette coopération. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, on est un peu bloqué si vous voulez. Voilà, Oui, mais oui, c'est très clair. c'est très Merci. politique, c'est hautement politique. Ça, c'est sûr, mais Et il ça est ne temps quand doit même que... pas, et la situation actuelle ne doit pas améliorer. Non, Ça, c'est non. certain. Tout l'enjeu est là, c'est réussir à expliquer qu'au fait, à expliquer, à avancer sans faire peur, sans déranger les gens. On ne vient pas vous changer et changer vos habitudes. Mais voilà, c'est un organisme qui nous permet à un moment se rencontrer, échanger, travailler, et puis chacun reprend ses habitudes. Voilà. Très bien, merci. Donc, il y aura Samia et ensuite, il y a Yannick Trockenwald qui nous a rejoint aussi et dont la thèse portait quand même sur cette question aussi. Mais entre-temps, il y aura Pierre Kouamé. Donc, est-ce qu'on donne... C'était d'abord Samia qui avait levé la main. Vas-y, Samia. Alors, je rebondis juste par rapport à la question de Michel. Donc, sachant que les débuts du labo, donc c'était la difficulté rencontrée, c'est le justifiant du pays hébergeant le labo. Donc, c'était une difficulté et c'est comme ça que Yannick, qui est présent, il peut me corriger si j'ai, parce que des fois on oublie des choses. Donc, c'est comme ça qu'on a sollicité notre association pour qu'elle fasse, pour qu'on puisse monter ce projet de labo, qu'il puisse y avoir une institution ou bien une représentation du pays accueillant. Donc, c'est l'association A au carré d'Emti qui a donné cette légitimité du pays accueillant pour qu'on puisse lancer le labo Maurice Houdin. Donc, donc il n'y a pas une institution à part entière, ça veut dire gouvernementale. Et du moment qu'il n'y a pas une représentation gouvernementale dans sa création, donc il n'y a aucune subvention, aucune aide, aucune compassion par rapport aux gens qui travaillent dans Et vous connaissez très bien le côté politique de cette affaire franco-algérienne. Donc, ça a empiré un petit peu les choses parce que les gens qui sont du public, par exemple les enseignants de notre association ou bien les inspecteurs de notre association, venaient au séminaire sans aviser leur tutelle parce que des fois, par exemple, les inspecteurs n'avaient pas le droit, des fois, d'y aller assister à un séminaire au labo sans autorisation du ministère. Et bien sûr, des autorisations, ça prend beaucoup de temps, des enquêtes, ceci. Donc, il y a des gens qui prennent vraiment le risque sur leur boulot pour venir. Donc, aucune subvention. Par contre, du côté de SCAC, ça veut dire l'ambassade de France, ici, pour un moment, hein, surtout les débuts, il y avait un accompagnement déjà sur le plan organisationnel. Ça veut dire qu'il y avait des réunions sous tutelle de l'ambassade. On est accueilli à l'ambassade pour les réunions de travail, qu'est-ce qu'on va faire dans ce labo, quels sont les projets à lancer dans ce labo. On était vraiment accueillis d'une manière vraiment très accueillante, vraiment dans une salle de réunion. Donc, ils mettent vraiment le possible là, et ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Quand on demande des subventions, des fois, ils sont à l'écoute. Ils essayent de faire de leur mieux, mais des fois, ils ont aussi besoin d'avoir une validation de certaines département de l'ambassade et puis ça passe au politique. Et quand ça passe et ça vire vers le politique, donc ça commence à devenir plus difficile. Donc ça, c'est les débuts. Mais les dernières années, depuis 2022 à ce jour, je ne sais pas. Mais c'était les débuts déjà. Donc ça a été... donc il n'y a pas une représentation. Hein. Même on a demandé avec Yannick de faire
une représentation institutionnelle avec l'université de Babzouar d'Alger, chose qu'on n'a pas pu faire. On a essayé de solliciter le professeur Simiri qui venait souvent, Belbachir, il y avait aussi Haider. Ils viennent donner des conférences, mais ce n'était pas possible. Pour le conseil scientifique, ben, Yannick, je pense qu'il va répondre aussi sur ça. On a essayé de monter ce conseil scientifique. On a proposé de noms, mais depuis, on n'a plus de retour par rapport à ce conseil scientifique parce qu'il fallait l'aval de l'ambassade de France. Merci. Eh oui, c'est sûr, c'est compliqué d'être pris entre deux feux. Donc, il y avait Pierre Kwame qui se Bien, proposait. merci. Je voulais intervenir par rapport à une des missions du laboratoire. Il s'agit de la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Je voudrais avoir une idée sur le profil de ces élèves-là, de quel type de besoin il s'agit. Et puis, ma deuxième préoccupation est en lien avec le constat qui est fait relativement au niveau des élèves en mathématiques. Est-ce que ce niveau qui baisse n'a pas un lien avec la qualité de recrutement des enseignants? Ce sont ces deux préoccupations que je voudrais soumettre. D'accord, merci. Alors, par rapport aux élèves à besoins éducatifs particuliers, il faut savoir que, comme je l'ai dit, comme le LIAD est un établissement de l'AEFE et que chaque établissement a un projet d'établissement à mettre en place, et dans ces actes, justement, le LIAD est une école inclusive. Donc, ça veut dire qu'il faut donner la chance à tous les élèves, qu'il ait un handicap ou pas, c'est pas important, de suivre les cours. Et vous êtes bien d'accord que un autiste, par exemple, ou alors un malentendant, ou je ne sais pas moi, un handicap quelconque, un élève qui présente un handicap quelconque, ne peut pas suivre. Les albinos, par exemple, on a eu des albinos, ne peut pas suivre les cours comme leurs camarades qui n'ont pas de difficultés particulières. Et donc, dans l'établissement déjà, dans la culture de l'établissement, c'est une école inclusive. Alors, dans notre laboratoire, on a mis cet axe parce qu'on avait la chance d'avoir un collègue qui travaillait sur ça et c'était dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait comme action? On a fait déjà des séminaires. On a pris des contacts avec les maisons d'édition, par exemple Nathan, qui maintenant ces dernières années commence à faire par exemple des manuels de maths pour des élèves dyslexiques. On a beaucoup travaillé sur ça, la dyslexie. Nous avons également la chance d'avoir dans notre établissement comment on appelle déjà ça, parce qu'on fonctionne avec des formateurs. On a une formatrice du premier degré. Et elle est spécialisée, elle a travaillé sur ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, on conçoit des activités, on se met d'accord aussi sur l'élaboration des sujets, comme par exemple le format A3. Nous avons aussi fait un accompagnement pour certains élèves qui peuvent pas écrire. Donc, pour les autoriser à utiliser des ordinateurs et ce, même pendant les examens pour le brevet et pour le bac. Il y a eu beaucoup d'actions dans ce cadre-là, mais c'est divers. Parce que, par exemple, un autiste, on a eu une fois un autiste, mais on n'en a plus. Donc, on essaye de s'adapter à chaque fois à la problématique réelle, à ce qui se présente comme situation. Elle est signalée par les enseignants. On a une référente, on a des gens, on a deux personnes, psychologues qui est accompagnée justement par une référente pour ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, il y a beaucoup de choses, mais ça dépend d'année en année selon la problématique qui se pose.
Ça, c'est par rapport à l'école inclusive. Par rapport au niveau qui baisse, là, je ne pourrais pas vous répondre. J'ai juste parlé de la genèse du laboratoire. Le constat, donc, c'est un rapport qui est fait par des enquêtes, donc l'OCDE, je crois, et qui a été commandé par le ministère de l'enseignement à l'époque. Il me semble que il va falloir me corriger, c'est Blanchard, si je ne me trompe pas. Et du coup, là, je ne peux pas vous répondre, est-ce que c'est par rapport au niveau des enseignants ou pas. Ça s'est Mais passé c'était en en France. France. Mais En c'était en France. France, pas en Oui, c'est ça. Algérie, C'était hein. en France et c'est ça qui a donné lieu à ces mesures, à ces 21 mesures du rapport de Villani-Torosio. Et parmi ces 21 mesures, on a la mesure 16. Voilà, j'ai juste expliqué c'était pour expliquer le contexte de la création du laboratoire. Voilà. Merci, merci. Je Merci vous en prie. beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'il y a Jannick qui attend, non? Oui, moi aussi. Eh bien, Jannick ne répondant pas, vas-y Bernadette. Oui, Yannick, il a écrit un message. Effectivement, tu as raison. Tu as tout à fait raison. À la fois par rapport aux potentialités énormes du laboratoire. Donc, je me permets de lire le commentaire de Yannick. Tu as raison. Et effectivement, pour la plus-value, oui, effectivement, par rapport, il a complété au fait ma réponse par rapport aux élèves à besoins éducatifs particuliers. On se sert de la recherche. Mais ça, au fait, je l'ai dit, hein, ce qu'on fait au niveau de la recherche nous permet de nourrir les axes et d'ajuster les axes du laboratoire et vice-versa. C'est un peu dialectique, on va dire. D'accord. Bernadette Donc, allait parler, non? Je veux bien dire un mot. vas-y Jannick. Merci. En fait, le laboratoire tel qu'il a été conçu, il a rencontré plusieurs obstacles au départ. Et l'un des obstacles, c'est justement sa caractéristique disciplinaire. Parce qu'on est dans un lycée, et le lycée, dans son fonctionnement, il est pluridisciplinaire. Et donc, il est très difficile, avec une structure conçue avec un proviseur qui est le directeur officiel du laboratoire, de, de faire comprendre au niveau du fonctionnement de l'établissement l'importance que peut avoir ce projet au sein d'un établissement. Pourquoi on donnerait plus d'importance aux mathématiques, en fait? Là, il y a une vraie difficulté qu'il faut surmonter. Et cette difficulté-là, on la surmonte en passant au-dessus, c'est-à-dire en se connectant avec le monde de la recherche et donc en donnant une importance à nos travaux. Et c'est là que je rejoins la deuxième difficulté qu'on a rencontrée au début, c'est qu'on a eu un soutien, comme le disait Samia, on a eu un véritable soutien du SCAC, mais ça a été très difficile pour le SCAC de comprendre qu'il fallait qu'on soit acteur de cette recherche. Parce que le SCAC voulait exploiter la structure comme une forme de vitrine au niveau de la recherche mathématique française pour inviter des personnes. Et donc, à ce niveau-là, on aurait été une sorte de pôle d'accueil. Euh, mais ça ne donnait pas un rôle aux personnes impliquées dans le laboratoire, un véritable rôle en tant qu'experts. Et la seule solution, c'était d'aller vers la recherche concernant le métier d'enseignant. Et donc là, ça a été compliqué à faire accepter parce que c'est des choses qui n'étaient en place ni vraiment en Algérie, même s'il y avait un grand intérêt des mathématiciens algériens pour la recherche sur l'enseignement des mathématiques, mais c'est pas vraiment pratiqué sur place, en tout cas pas du côté francophone. Et puis du côté du coup de l'ambassade de France, il y avait cette focalisation sur la recherche mathématique. Donc ça a été la deuxième difficulté qui a duré, qui s'est maintenue. Et ensuite, on avait une troisième difficulté qui relève du cycle de fonctionnement d'un établissement scolaire.
un établissement scolaire, c'est basé sur un cycle annuel. Et donc, à partir du moment où on a décidé d'exploiter la clé de la recherche, on n'est plus sur un temps annuel. Et donc, tout recommence un petit peu chaque année dans un établissement scolaire avec un petit côté rocher de Sisyphe. Et là, dans notre fonctionnement à nous, on se projette dans le temps long. Et donc, c'était difficile de faire comprendre qu'en fait, on recommençait pas à zéro à chaque fois et que on n'avait pas à chaque fois à redire les mêmes choses aux mêmes personnes. Mais en même temps, ça s'est devenu un atout. Et c'est pour ça que le labo est toujours là, parce que il s'est projeté dans le temps long. Et c'est finalement sur le plan temporel que la manière dont cette structure a été montée a été la plus pertinente, parce que le fait de faire le pas de côté par rapport au fonctionnement d'un établissement, ça nous a fait dépasser le statut d'un simple atelier mathématique dans l'établissement, et on s'est connecté avec d'autres structures et dans le temps long, avec des thèses qui se sont lancées du côté de certains acteurs du laboratoire, des masters à distance qui étaient sur 2 années et qui étaient encadrés par Marseille, mais suivis à distance sur place avec un petit collectif. Et donc, c'est cet ancrage-là dans le monde de la recherche qui a finalement intéressé les enseignants qui, finalement, n'étant pas rémunérés spécialement pour ce qui se passait dans ce labo, ni particulièrement gratifiés, eh bien, trouvaient un intérêt à être reconnus dans leurs travaux et dans ce que leurs travaux pouvaient apporter d'une manière générale à l'enseignement des mathématiques. Voilà. Donc, c'était juste pour dire un mot sur cette espèce euh, d'enjeu à la fois et en même temps de mode opératoire qui a permis à la structure. Je n'entends plus Yannick. Yannick, on t'a perdu. De s'installer dans le temps long. Et on voit bien que malgré les importantes dont Jamila a parlé, elle possède un potentiel énorme. Ok, donc j'espère que tu as tout dit, Yannick. On t'a perdu un petit moment. Donc il y avait. Ça s'est arrêté à quel niveau? Après, ça a repris, mais un peu compressé, un peu rapide. Voilà. D'accord, c'était simplement pour dire que en fait la structure elle est là parce qu'elle s'est ancrée euh, dans autre chose que le simple fonctionnement habituel d'un établissement scolaire. Et malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer au cours de son évolution, des phases parfois où il se passait moins de choses pour des raisons diverses, elle est toujours là et elle possède son plein potentiel. Mm. Et il y a énormément de choses qui pourraient redémarrer à partir de septembre. Ça, c'est certain. Mm. Super, merci pour ton optimisme. Et oui, il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà. Donc, tous les ans, faire remonter la pente à son projet. Donc, il y a Samia Weslati. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'excuse à cause du décalage horaire, je suis encore au Canada, donc c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe un peu tard. Merci à Jamila pour cette présentation. J'ai quelques questions autour des élèves à besoins éducatifs particuliers. Vous avez parlé il y a des formateurs qui font, qui s'intéressent à ces élèves-là. Est-ce que vous avez dans vos projets des projets de formation ou bien des projets entre les différentes institutions en Algérie ou bien même sur le plan international qui ont une éducation, sont des institutions suivant le système éducatif français dans divers pays. Est-ce que vous avez partagé, est-ce que vous avez mené des projets qui sont entre différentes institutions? Merci. Alors, je vais répondre. Au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un établissement de l'AEFE. Donc, on n'a pas de formation, on ne fait pas de formation dans ce laboratoire. C'est une structure effectivement innovante, mais qui est basée vraiment sur le partage et échange d'expériences, de ressources, etc. On n'a pas le droit de faire des formations puisque le plan de formation il est fait par la direction de l'inspection
l'IRP, je crois, à Tunis. Donc, effectivement, nous avons des formations. On peut avoir des formations sur des élèves à besoins éducatifs auxquels on s'inscrit, mais ces formations-là, elles ne sont pas données par le laboratoire, d'accord? Donc, c'est par l'organisme de formation qui est installé à Tunis. Après, par rapport à ce qu'on fait dans le laboratoire, on fait un peu comme, je sais pas, pas une transmission, un peu comme on se réunit, voilà, on donne, moi j'ai fait ça, on échange. Effectivement, nous bénéficions de l'expérience donc de cette formatrice au premier degré, mais elle ne délivre pas, par exemple, d'attestation de formation. C'est juste un échange. Elle dit, voilà, on fait ça, et on nous montre, mais il n'y a pas de formation propre. Mais par contre, au niveau algérien, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de dispositif ou de ressources pour les élèves à besoins éducatifs. Non, là, je euh, suis en séminaire. Je suis en séminaire, madame. Madame, je suis en séminaire, donc je raccroche. Il n'y a pas de dispositif d'accompagnement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Au niveau local, dans le privé, à un certain temps, il y a un établissement, les Glycines, qui a essayé de mettre en place, mais elle a rencontré beaucoup de difficultés et elle a laissé tomber. Oui, la Merci. formation de manière informelle, effectivement. Ok. Donc là, tu réponds à Yannick qui dit la nature du labo permet de pratiquer la formation, mais de manière informelle, implicite, par les échanges de pratiques. Le labo peut aussi mettre des ressources à disposition du pôle de formation de l'AEFE. Oui. Très bien, très bien. Il y a Marty Abdeljawad qui a pris le micro. Est-ce que tu veux poser une question, Marty? Non, je suis arrivé tardement. D'accord. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bernadette avait levé la main à un moment donné. Je ne sais pas si elle veut poser une question. Bon, eh bien, donc, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter ici la, Moi, le, j'ai le- j'ai Ouais, une petite réflexion. vas-y, Samia. Moi, je suis toujours dans la demande et je me dis, est-ce que c'est possible que ceux qui sont présents aujourd'hui à cette communication de Jamila, d'essayer de l'aider, d'apporter son soutien d'une manière ou d'une autre. Comme ça, Jamila va pas lâcher prise et elle va tenir le coup pour que ce labo fonctionne toujours. Donc, je souhaite vraiment qu'on lui apporte tout le soutien, que ce soit moral déjà, le fait que vous êtes tous là présents, je pense que ça va la réconforter, l'engager plus, parce que ça fait plaisir de voir tout le monde ici essayer de comprendre ce qu'elle fait et de l'encourager, mais aussi de trouver les moyens et des pistes et des passerelles là, qu'on pourrait faire pour qu'on puisse aider Jamila dans sa mission au labo qui est, comme il l'a si bien dit, Yannick, on est toujours depuis 2019 très positif et il a beaucoup apporté pour que ce soit pour les inspecteurs, enseignants algériens du public, mais aussi du LIAD. Et vraiment, je tiens à te dire, Jamila, devant tout le monde, que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux faire appel, toquer chez moi. Très Voilà. bien, très bien. Bravo, Jamila. Ok. Moi, personnellement, Jamila, tu peux compter sur moi. J'ai vu que c'était possible d'aller en bateau depuis Marseille à Alger. Voilà, j'ai déjà fait ça. Donc, pas de problème pour Ouais. venir En fait, de temps en temps. C'est agréable. Et c'est agréable par bateau. toute la problématique pour les profs de maths reste à apprendre à arrondir les angles. Il faut qu'on arrondisse les angles. Si on apprend à arrondir les angles, je crois qu'on va s'en sortir. Très Si on bien. rentre en collision, c'est... Alors, Yannick avait levé la main. Vas-y, Yannick. Oui, je voulais ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire là,
que pour la meilleure façon, à mon avis, d'aider la structure à se pérenniser dans le temps long, c'est d'avoir des collaborations avec ce labo. Et elle présente un double avantage, c'est qu'on peut travailler avec le système français. Je sais que les labomaths dans les lycées en France, bon, ça s'est pas tout à fait passé de manière aussi dynamique qu'on l'avait souhaité au départ. Et là, par contre, on a trouvé le moyen de mettre en place un prototype qui s'appuie aussi sur cet aspect recherche, et c'est une dimension supplémentaire qui fait que les expérimentations se mettent en place plus facilement dans cet établissement, dans le cadre du laboratoire. Et c'est intéressant d'envisager des expérimentations sur place qui après font rayonner la structure et qui génèrent en même temps de la coopération éducative. C'est ce qui avait été remarqué au niveau de la liaison avec l'Université d'Aix-Marseille. Et moi, dans le cadre, par exemple, des suites de ma thèse au niveau postdoctoral, j'envisage de relancer quelques expérimentations également grâce à finalement ce pôle de réflexion et d'échange de pratiques. Entre autres, avec Samia aussi, on réfléchissait, on est en train de réfléchir sur un projet qui s'axerait sur les transitions entre différents domaines mathématiques. Donc, parmi d'autres possibilités de terrain, c'est l'un des terrains qui, à mon avis, euh, pourrait être intéressant, et avec une liaison possible sur place avec d'autres terrains algériens. Voilà, c'est simplement quelque chose que je voulais ajouter. Et comme le labo il est rattaché comme une bouée de sauvetage par moment, c'était le cas là pour nous. Et c'est quelque collaboration avec les IREM de France, avec le réseau des IREM de France. Très bien, merci Yannick. Donc Bernadette, vous voulez prendre la parole? Vas-y Ah oui, Bernadette. depuis un moment, j'attends effectivement pour prendre la parole, mais c'est avec plaisir. J'ai bien sûr apprécié les deux interventions algériennes, proprement dites, et vous le savez, vous êtes vivement encouragés pour progresser. Nous sommes d'ailleurs à un moment charnière. Vous savez qu'il y a donc un certain nombre d'années que Gréma existe et qu'il est temps donc de revoir. Nous avons sorti une brochure, comme vous le savez, pour les 12 premières années de Gréma, et nous pensons à la suite, et évidemment ce qui se fait en Algérie doit y avoir sa place, prendre une part importante à mon avis. Donc il s'agit de nous mettre au travail et de nous mettre dans les conditions, bien sûr. Je pense en particulier aux deux dernières intervenantes pour Alger et l'Algérie. Enfin, ne laissons pas seulement Alger, d'ailleurs. Je profite de l'occasion pour le dire, il est important de penser aux autres régions, mais nous avons chacun nos limites, chacun et chacune, et il faut penser à la suite. Donc, je pense que pour une prochaine réunion de Gréma, nous avons certainement, de toute façon, j'en parlerai avec Yannick, nous avons à faire dans ce domaine. Il y a toute une première partie de la vie de Gréma, je vous le rappelle, les 12 premières années, nous avions sorti une brochure. Eh bien, depuis, nous avons doublé. Il y a 12 années suivantes exactement, et nous pouvons y penser dans la mesure, bien sûr, où ce souci prend en compte la situation actuelle, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire. Nous n'irons sans doute pas plus loin maintenant, mais pour la prochaine réunion Gréma, ce sera forcément un des points à l'ordre du jour.
Merci, merci Bernadette, tu as tout à Oui. fait raison. Quand même, Samia Mehaden, elle habite pas à Alger, si je ne m'abuse, hein, elle habite plutôt loin, hein, donc voilà. Pardon? Oui. C'était, mais enfin bon, Samia, elle n'habite pas à Alger même, voilà. Ah, c'est bien. Ouais. Je Moi, sais. j'habite à Tizi Ouzou, Eh, donc à Zasga, Tizi Ouzou, en Kabylie. Donc, l'activité de l'association, elle est sur le plan national. Donc, on a toujours diffusé nos travaux sur tout le territoire national, que ce soit en français ou en arabe. Non, mais je rappelle aussi que j'ai très bien connu en Algérie, Samia. Oui. Très Et elle est bien, venue chez moi en Kabylie, Bernadette. Oui, bon. Bon. alhamdulillah, Alors, très bien. Il alors, y si a je à peux faire. me permettre, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Yannick. Alors oui, c'est tout à fait important effectivement de lancer les coopérations dans le... Oui, merci Yannick. Les belles montagnes de Kabylie. C'est tout à fait important de relancer, ou plutôt d'injecter un peu de souffle en laboratoire dans le cadre de la recherche, mais pas que. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut souligner, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais ça vient juste de me venir à l'esprit, on a réussi à à survivre, à fonctionner euh, en partie grâce à ce qui a été fait vis-à-vis des élèves. Parce que même si l'université, les universitaires, les enseignants et tout ça sont intéressés par les maths et par ce qui se fait dans la recherche en mathématiques, mais il ne faut pas oublier aussi s'il y a moyen de, de lancer des actions aussi envers les élèves. Parce que les parents, ils sont là et c'est un soutien très fort parce que quand on est soutenu, si on réussit, le LIAD, il est soutenu par par les parents d'élèves. Si le laboratoire va être soutenu par les parents d'élèves, ça pourrait le porter très très loin. Voilà. À l'exemple de l'action de Matt Engine qui est fortement soutenue par les parents d'élèves. Voilà. Parce qu'il faut s'adapter au contexte local. On est là, on parle du contexte, c'est comme ça. Il faut prendre en compte cette réalité du terrain et ce contexte-là. Voilà, merci. Très bien, merci. D'ailleurs, ma tante Jean, je me permets de faire l'annonce pour celles et ceux qui ne le savent pas, que François Parot, l'ancien président de ma tante Jean, est décédé et a été enterré cette semaine. Voilà. Donc, après Pierre Audin, eh bien voilà. Enfin bon. Mm. Donc je me permets d'arrêter bientôt l'enregistrement, pas avant de vous dire que le premier vendredi du mois de septembre, alors je crois que c'est le 4 ou le 5, attendez, je regarde le 5 septembre, le vendredi 5 septembre, eh bien, nous allons faire parler les jeunes qui ont réussi à aller à EMF, parce que c'était pas si évident que ça. Donc, comme il en a été question au début de cet entretien, eh bien, donc, à l'espace mathématique francophone qui se passait en- au Québec, à Montréal, a connu pas mal de problèmes, en particulier sur des visas qui n'ont pas été euh, qui ont été refusés, et d'autres qui n'ont pas été donnés à temps, et donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à aller à EMF. Cependant, il y a eu quand même pas mal d'intervenants, voire des intervenants à distance, comme Jamila par exemple, et nous allons les faire parler, comme nous l'avions fait déjà à l'EMF précédent, qui se passait au Burkina, Au Bénin. au Bénin, merci. Voilà, ce sera le vendredi 5 septembre. Donc d'ici. Jamila avait pu aller à EMF. Par contre, c'est par exemple Judith, Ah que, oui, ah que oui. beaucoup connaissent, qui a eu son visa refusé. Bon. D'accord. Jamila avait réussi Et avec paysage pas si mal, Logui. mais on y Alors, est arrivé. bon, s'il Mais vous plaît, et s'il vous bon, plaît,
Vas-y. Je pense que nous pouvons quand même rappeler, mais je pense que vous le savez tous, donc le prochain EMF aura lieu à Brazzaville. Oui, Oui, donc dans 4 ans, Oui. 2029. en 2029, le prochain Euh, espace mathématique francophone Voilà. aura lieu à Brazzaville, donc au Congo-Brazzaville. Voilà. Et que notre cher, nous avons un membre de EMF qui y est particulièrement intéressé, que nous avons soutenu, aussi bien certainement Jannick que moi, par téléphone, par écrit, etc. Voilà. Donc, ce n'était pas si, enfin, si peut-être si évident, ou du moins l'intéressé craignait évidemment les difficultés. Enfin, Fernand, mais a beaucoup correspondu avec nous, aussi bien avec Jannick qu'avec moi, je pense. Hein, Jannick, je pense que tu l'avais eu. Oui, donc ce genre de choses a toujours besoin de soutien croisé, Ah ça oui, c'est là certain. on en avait besoin. Hein, C'est oui. certain. Ok, très bien, merci. Eh bien, donc, je souhaite à toutes et à tous un excellent été. Et donc, je vous donne rendez-vous le 5 septembre, le vendredi 5 septembre. D'ici là, Merci, bonnes vacances. Merci, au Alors, revoir. bon moi, je été. voudrais ajouter quelque chose. Merci, Oui. Vas-y, merci. Bernadette. Oui, à Samia, aux deux intervenantes, Bonnes là, vacances. que je souhaiterais avoir un rendez-vous téléphonique avec chacune d'elles, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Vous connaissez mon téléphone, ou si vous voulez que je vous le rappelle. S'il y a d'autres Oui. choses qu'on peut faire après le... C'est pour Samia Oslati, J'arrête. Voilà. Bernadette. Comment?